Caméra 93. Nous sommes des vibrations. Bonsoir. Notre premier dossier ce soir, l'énergie nucléaire a-t-elle un avenir au Québec? Les centrales nucléaires produisent des déchets dont la période de radioactivité peut s'étendre sur des milliers d'années. Ce qui était le plus bizarre, c'était les pissenlits. C'était des pissenlits géants. J'ai vu ça dans le champ. C'est certainement maintenant de là à dire que c'était causé par les retombées radioactives de la centrale nucléaire. Non, je ne suis pas d'accord. Nous autres, alarmistes, nous autres, on est allés chercher des informations sur la sécurité de Gentilly 2, là où on pouvait en avoir. Puis lorsqu'on lit ces documents-là, ben c'est alarmant. Les groupements verts sont aussi ceux qui disent maintenant aux États-Unis que l'hydroélectrique est très mauvais pour l'environnement. Jamais technologie n'a suscité autant d'émotions, autant de controverses, autant d'exagérations aussi que la technologie nucléaire. Fruit des recherches scientifiques du 20e siècle, le nucléaire devait être une source d'énergie abondante et bon marché. Le beau rêve, pourtant, ne s'est jamais réalisé. C'est que la technologie nucléaire a toujours fait figure de mouton noir. Encore aujourd'hui, l'opinion publique perçoit le nucléaire essentiellement en termes de risque d'accident et de gestion de déchets hautement radioactifs. Et le Québec, bien qu'il ne possède qu'une centrale nucléaire, ne fait pas exception à la règle. L'énergie nucléaire a-t-elle un avenir au Québec? C'est la question que nous posons ce soir. Le 6 août 1945, les Américains lancent sur la ville d'Hiroshima au Japon la première bombe atomique. Bilan, environ 75 000 morts, 90 000 blessés, sans compter ceux et celles qui périront plus tard à cause des radiations. 3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe atomique est lancée, cette fois sur la ville de Nagasaki. 40 000 morts, autant de blessés. L'énergie nucléaire faisait son entrée dans l'histoire de l'humanité, une entrée pour le moins remarquée, une entrée à jamais inscrite dans la mémoire des hommes. Un peu plus tard, au cours des années 60, l'énergie nucléaire se civilise. Elle passe du domaine militaire au domaine civil. Désormais, le nucléaire servira à produire de l'électricité, beaucoup d'électricité. Toute l'industrie nucléaire repose sur la fission de l'atome d'uranium-235. Quand le noyau de l'atome d'uranium-235 est frappé par un neutron, il se brise en plusieurs morceaux. Cette fission génère une énorme quantité d'énergie. Cette libération d'énergie est violente, dans le cas d'une bombe atomique, mais elle est contrôlée à l'intérieur des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire fonctionne sur le même principe que toutes les autres centrales thermiques, à la seule différence qu'on utilise la fission de l'uranium au lieu du charbon ou du gaz pour produire de l'énergie. Et qui dit énergie dit chaleur. On se sert donc de la chaleur pour transformer l'eau en vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui, elle, actionne un alternateur qui, lui, produit de l'électricité. La fission de l'uranium dégage beaucoup d'énergie. Une grappe de combustible, comme celle que vous voyez ici, peut combler les besoins énergétiques d'un Canadien moyen pendant 60 ans.
La crise du pétrole, les problèmes d'approvisionnement énergétique qu'a connu le monde au cours des années 70 semblaient paver la voie au nucléaire. On prédisait d'ailleurs à l'époque que les centrales nucléaires allaient pousser comme des champignons. Pourtant, tel ne fut pas le cas. Quand j'ai commencé à parler contre l'industrie nucléaire dans les années 70, les gens disaient que j'étais fou. On parlait à l'époque de construire des milliers de centrales. Pourtant, nous voici quelques 10 années plus tard, et la plupart de ces réacteurs n'ont pas été construits. En fait, un seul réacteur a été commandé en Amérique du Nord depuis 1978. L'énergie nucléaire ne va pas très bien. C'est sûr qu'on s'en allait avec plusieurs réacteurs, ce qui ne s'est pas réalisé. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Bon, c'était un peu la vague de dire, bon, le nucléaire va bien fonctionner. Bon, il y a eu certains problèmes, les coûts ont augmenté. Les coûts ont augmenté, et comment? Prenons la centrale Gentilly 2, située dans le parc industriel de Bécancour, près de Trois-Rivières. Cette centrale nucléaire, la seule au Québec, eh bien, on a pris 10 ans à la construire, de 1973 à 1983. On estimait au départ les coûts de construction de la centrale à 400 millions de dollars. Une fois terminée, la centrale aura coûté 1 milliard de plus que les 400 millions prévus. Et pourtant, Gentilly 2 n'était pas un prototype. Gentilly 2, ce n'était pas un prototype. C'était un réacteur d'une capacité de l'ordre de 600 MW à peu près, qui avait un certain nombre de caractéristiques, mais qui s'est construit durant la période des années 70. Alors, rappelez-vous, durant la période des années 70, on parlait de la baie James à 4 milliards aussi. Et la baie James a fini à 12 milliards. Pourquoi? Pas parce que les gars n'étaient pas bons à faire ces projets-là. C'est parce qu'à l'époque, on a connu des taux d'inflation qu'on n'avait jamais connus auparavant. Et c'est ce qui a fait que les coûts des projets de cette période-là ont été de beaucoup supérieurs à ce que l'on avait anticipé. Gentilly 2, propriété d'Hydro-Québec, produit 3% seulement de toute l'électricité générée par le réseau d'Hydro-Québec. Selon les chiffres de la société, le kilowattheure produit par le nucléaire coûte en ce moment plus cher que celui produit par l'hydroélectricité. 6,2 cents pour le kilowattheure nucléaire contre 4,2 cents pour le kilowattheure hydroélectrique. Mais il semble malgré tout que les opérations de la centrale Gentilly 2 soient rentables. C'est rentable, Gentilly 2, là? Actuellement, notre budget d'exploitation est de l'ordre de 80 millions et on a un revenu de l'ordre de 200 millions par année. Donc, on a un profit pour le réseau de l'Hydro-Québec de 120 millions. Donc, c'est très rentable là, pour nous en ayant ce réacteur-là. On compte aujourd'hui à l'échelle de la planète plus de 400 réacteurs nucléaires parsemés dans 26 pays. Près de 20% de toute l'électricité produite dans le monde est d'origine nucléaire. Depuis quelques années, cependant, l'industrie mondiale de l'atome titube. Exception faite de la France, l'expérience du nucléaire s'est soldée dans bien des pays par un échec. On parle de désastre économique aux États-Unis et de faillite du côté de nos voisins ontariens qui ont misé gros, disons-le, sur le nucléaire. Au-delà des chiffres maintenant, au-delà de la rentabilité, il y a aussi les considérations environnementales. Et à ce chapitre, eh bien, les centrales nucléaires ont de quoi rassurer les plus verts des environnementalistes. Tout le monde s'entend pour dire que les centrales nucléaires sont sur le plan énergétique les plus saines pour l'environnement. Elles émettent bien sûr du tritium, des iodes radioactifs, mais bien en deçà des normes. En plus, on n'a pas à inonder de vastes territoires, comme c'est le cas pour l'hydroélectricité. Les centrales ne produisent pas non plus de gaz carbonique, comme c'est le cas pour les centrales au charbon. Elles ne créent donc pas de pluies acides, pas plus qu'elles ne favorisent l'effet de serre. Pourtant, on a tous entendu parler des fameux cas de pissenlits géants, des fameux cas aussi de trèfle à 4 ou 5 feuilles dans la région de Gentilly. Raymond Ali habite près de la centrale nucléaire. Il a retrouvé sur sa terre ce genre de bizarrerie de la nature il y a 2 ans. Ce qui était le plus bizarre, c'était les pissenlits. C'était des pissenlits géants. Géants, qu'est-ce que tu entends? Géant. C'est que la tige de la fleur est à peu près un pouce et demi de diamètre.
Et puis les feuilles étaient plus ou moins aller jusqu'à 30 pouces de hauteur. Et puis 6 à 7 pouces de largeur. Fait que c'était... C'est considérable. C'est considérable. Puis aussi, les trèfles avaient beaucoup d'anomalités, comme il y avait des feuilles qui poussaient à travers des fleurs, puis beaucoup de feuilles à 4... de trèfles à 4 feuilles, même à 5 feuilles. Voici le genre de pissenlit que Raymond Halley a retrouvé sur sa terre. Les médias en ont d'ailleurs beaucoup parlé, et à l'époque, plusieurs personnes ont relié ces mutations génétiques à la centrale nucléaire. Sœur Estelle Lacourcière est biologiste et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s'est penchée sur la question. J'ai vu ça dans le champ. C'est certainement maintenant de là à dire que c'était causé par les retombées radioactives de la centrale nucléaire. Non, je ne suis pas d'accord pour dire ça, parce que je suis allée à proximité de la centrale. J'ai été voir d'autres champs qui étaient plus près de la centrale, avec à peu près les mêmes types de cultures. Et j'ai trouvé des pissenlits normaux, des plants de trèfle normaux. Je n'ai pas trouvé ces aberrations. Comment se fait-il qu'à l'époque, les médias aient sauté tout de suite aux conclusions et aient fait un rapprochement direct entre Gentilly II et ces anomalies? C'est vrai que le nucléaire, ça nous fait peur, et avec raison, parce qu'on a vu des accidents à Tchernobyl avec des retombées. Et c'est vrai que les émanations radioactives sont très dangereuses, extrêmement dangereuses, et peuvent provoquer des mutations. Mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas que les radiations qui peuvent provoquer des mutations. Alors, quand vous voyez un champ et que sur 1 kilomètre de long, d'une clôture à l'autre, vous avez des malformations, là, vous vous dites, oh, il y a peut-être une autre cause. Et justement, on avait cultivé du maïs, donc on utilise des herbicides et d'autres insecticides pour contrôler la végétation qui pourrait compétitionner avec le maïs, et ça m'inquiète. Les membres du mouvement vert Mauricie craignent le nucléaire comme la peste. Ils tiennent d'ailleurs à tout prix à ce que l'on ferme la centrale nucléaire. Et le plus tôt sera le mieux. Quant à eux, aucun doute possible, les pissenlits géants sont le fruit de la centrale. Les pissenlits du Farm, là, à la suite de ce qui est arrivé à Three Miles Island, ils en ont trouvé, là, des pissenlits difformes, là. Bon. Ils savent que, bon, il y a des gros chances. Ici, ils vont venir me dire que c'est les engrais chimiques des agriculteurs qui ont fait ça. Non seulement ça, il y avait des herbicides, en fait. Il y a des herbicides. La biologiste que j'ai interviewée a dit cela. Quelqu'un d'Agriculture Canada aussi. Vois-tu, c'est intéressant. On apprend que les herbicides sont mutagènes aussi, là, puis il y en a dans l'environnement. Mais ça, c'est pas parce que des herbicides seraient la cause directe de la mutagénité de ce pissenlit-là, qu'ailleurs, le tritium n'a pas eu cet effet-là. Puis qu'ici, on sait qu'ils en émettent du tritium dans l'environnement, puis c'est un gaz mutagène. À la même époque des pissenlits, en 1990 donc, les médias signalent également des cas de bébés qui sont nés avec des malformations congénitales anorectales. Et encore une fois, la centrale nucléaire Gentilly II est pointée du doigt. C'est évident que si vous avez à côté de chez vous une centrale nucléaire et qu'il y a un phénomène auquel on ne s'attend pas, qui dépassait pratiquement 100 fois la prévalence auquel on s'attendrait, à mon avis, il est évident que tout de suite les gens puissent penser à la centrale. C'est là, en fait, vous aviez 3 bébés sur 111 naissances là, qui présentaient des... Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer dans ce temps-là? Ben, je pense qu'effectivement, c'était un taux qui... c'était quand même une malformation rare. Donc, je pense qu'on l'avait dit à l'époque, on ne trouve pas ça normal. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Le docteur Poulain et son équipe du département de santé communautaire du Centre hospitalier Sainte-Marie ont donc réalisé une étude sur la prévalence des anomalies congénitales anorectales. Une étude d'ailleurs qui s'est échelonnée sur 5 ans. Et il semble qu'ici aussi, on avait accusé à tort la centrale nucléaire. Les conclusions démontraient qu'il n'y avait pas, que c'était difficile de trouver un lien commun pour expliquer ces trois naissances. Mais par contre, l'étude avait démontré aussi que au niveau du parc industriel, il manquait quand même certaines réponses quant aux données environnementales et que ça serait peut-être important, même si on pense qu'il n'y a absolument aucun lien, qu'il serait peut-être important quand même de développer un système de surveillance
plus adéquat pour le parc industriel. Effectivement, le DSC a raison. On ne peut pas déterminer, on ne peut pas relier directement la présence de la centrale à ces cas-là. Mais on peut le soupçonner sérieusement puis avoir des doutes tels qu'il faut que des mesures soient prises. Parce que ce qui s'est passé à Tchernobyl nous ont bien montré les mutations, justement, qui se produisent avec le tritium. Tu peux faire un lien indirect, en tout cas, puis de bon sens. L'industrie nucléaire, on l'a vu, a le dos large. On l'accuse souvent de tous les maux de la Terre. On a parfois tendance à oublier que l'industrie nucléaire, c'est aussi le cobalt-60. Cobalt-60 qu'on utilise notamment dans le traitement contre le cancer et dans le processus de stérilisation des produits médicaux. Après la pause, que fait-on des déchets hautement radioactifs produits dans les centrales nucléaires? Nous nous demandons également si un accident comme celui de Tchernobyl est possible dans une centrale comme celle de Gentilly 2. L'industrie nucléaire produit peu de déchets. Selon l'Association nucléaire canadienne, tous les déchets produits par les centrales nucléaires au Canada rempliraient une patinoire comme celle du Forum de Montréal, par exemple, jusqu'à la bande. Peu de déchets donc, mais le hic, c'est que ces déchets sont hautement radioactifs. Et ils le seront pour longtemps. On parle dans certains cas de période de radioactivité qui peut s'étendre sur des milliers d'années. La question qui se pose ici, comment stocker de façon sécuritaire tous ces déchets? La plus grande controverse que soulève l'industrie nucléaire est sans contredit la gestion des déchets radioactifs. Les centrales nucléaires sont peut-être saines pour l'environnement, mais elles demeurent des entrepôts de déchets hautement radioactifs. Un réacteur nucléaire n'est pas seulement une machine, c'est aussi un entrepôt de déchets très radioactifs. Des déchets pas mal plus toxiques que tous les BPC au Québec, pas mal plus toxiques aussi que tous les déchets chimiques dans le monde. Il s'agit là en fait des déchets les plus toxiques jamais créés par l'homme, et ils sont contenus dans un réacteur nucléaire. Les gens de l'industrie disent que ces déchets ne représentent pas de danger, parce qu'ils ne se répandent pas dans l'environnement. Cela est bien beau, et à ce chapitre, les gens de l'industrie méritent des félicitations. Mais ces déchets vont demeurer radioactifs pendant des milliers d'années. L'uranium qui sert de combustible à la centrale Gentilly 2 se présente sous forme de grappes de combustible, comme celles que vous voyez ici. Ces grappes sont insérées dans le réacteur. Après avoir passé une année dans le réacteur, le combustible s'épuise. Il faut alors le retirer au moyen de robots. Les grappes de combustible sont alors très chaudes et très radioactives. On parle en fait de périodes de radioactivité qui peuvent s'étendre sur des milliers d'années. Que fait-on alors de ces déchets? À Gentilly 2, on entrepose depuis les débuts des opérations les grappes de combustible usées dans cette piscine. L'eau refroidit les grappes et sert d'écran au rayonnement. La quantité de combustible usé contenue dans cette piscine aurait pu combler les besoins énergétiques d'une ville comme Québec pendant 10 ans. Mais voilà, la piscine est presque pleine. Que fera-t-on ensuite? Lorsque le combustible est refroidi, on peut utiliser le stockage à sec, qui est un projet qui est en cours. Et ce stockage-là peut durer de 40 et même 50 ans. Donc, c'est un moyen d'entreposer nos déchets hautement radioactifs. Mais c'est quand même une solution temporaire parce que, bon, certains déchets vont jusqu'à des milliers et des milliers d'années. Effectivement, mais par contre, on peut aller très sécuritairement en reproduisant ce genre de stockage-là pendant des décennies. Donc, il y a moyen de continuer avec ça. Une centrale nucléaire a une durée de vie d'à peu près 30 ans. On prévoit donc fermer la centrale Gentilly 2 vers 2015. Que fera-t-on alors de la centrale qui doit être traitée de la même façon que les déchets hautement radioactifs? Eh bien, Énergie Atomique Canada Limitée, une société d'État fédéral, est à mettre au point un plan pour enfouir définitivement tous les déchets de l'industrie nucléaire canadienne, y compris les centrales une fois démantelées, dans les profondeurs du bouclier canadien. Si la gestion des déchets radioactifs inquiète les gens, que dire maintenant des risques d'accidents comme ceux qui sont survenus à 3 Mile Island aux États-Unis
et à Tchernobyl, dans l'ex-Union soviétique. De tels accidents sont-ils possibles à la centrale Gentilly 2? En 1979, une valve du système de refroidissement du réacteur de la centrale 3 Miles Island aux États-Unis fait défaut. Le réacteur surchauffe et finit par fondre sous la chaleur. Bien que l'accident n'ait fait aucune victime, bien que les radiations aient été contenues à l'intérieur de l'enceinte du réacteur, la nouvelle fait le tour du monde. Désormais, la peur du nucléaire gagne les gens. L'industrie de l'atome vient de subir son premier coup. L'année de 3 Mile Island, il y a un barrage en Italie qui a brisé sous la pression de l'eau et qui a causé, je crois, si ma mémoire est bonne, 2000 morts. On n'en a pas parlé, nulle part. Et c'est arrivé à une semaine d'intervalle de 3 Mile Island. 3 Mile Island n'a pas eu de mort. L'industrie nucléaire va subir son deuxième grand coup en 1986 à Tchernobyl, dans l'ex-Union soviétique. L'accident, cette fois, est très grave. 31 personnes perdent la vie, une ville entière est évacuée et des radiations se répandent dans l'environnement. Les causes de l'accident, erreur humaine et négligence. Ils ont fait pire que ça. Ils ont des consignes très strictes que le système d'arrêt ne pouvait pas fonctionner à un certain niveau. Ils ont dépassé ce niveau-là, puis ils ont opéré au moins une demi-heure au manuel, puis ils voyaient le réacteur, là, il n'y avait plus le contrôle du réacteur. Dans ce temps-là, tu arrêtes le réacteur. Ils ont continué. Ils ont fait des violations impardonnables. Violation impardonnable, mais aussi conception de la centrale. Le réacteur de Tchernobyl était désuet et il ne disposait pas d'une enceinte de confinement aussi efficace que celle de Gentilly 2. Voilà entre autres pourquoi il y a eu libération de radiation dans l'environnement. Un accident comme celui de Tchernobyl est donc peu probable à Gentilly 2. Le réacteur de Gentilly 2 est un réacteur de la filière canadienne CANDU. Or, selon les experts, les réacteurs CANDU sont les plus sécuritaires au monde. Cela ne semble nullement impressionner Gordon Edwards. Selon moi, il faut considérer cette réputation comme on considère les publicités de dentifrice où on nous dit que tel dentifrice prévient mieux la carie que tel autre. Cela fait partie de toute bonne opération de marketing. Mais ce n'est pas une donnée scientifique. André Joyal est un des 3 inspecteurs de la Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada en service à la centrale Gentilly 2. La CCEA a été créée en 1946 par le gouvernement canadien. Son mandat, s'assurer que l'énergie nucléaire ne pose pas de risque pour les gens et pour l'environnement. Les pouvoirs d'un inspecteur comme André Joyal sont considérables. Nous pouvons aller jusqu'à suspendre l'exploitation de la centrale. Ça peut aller jusque-là? Oui, on a les pouvoirs nécessaires et on peut même aller au-delà si je rapporte officiellement les problèmes à mes supérieurs. Ils peuvent même envisager d'aller à des poursuites judiciaires. Bien que l'industrie nucléaire soit bien réglementée, bien qu'il n'y ait pas eu d'accident grave ici au Canada, les membres du mouvement vert Mauricie n'en démordent pas. Le nucléaire, c'est dangereux. Le nucléaire, c'est non. Mais je veux dire, nous autres alarmistes, nous autres, on est allés chercher des informations sur la sécurité de Gentilly 2, là où on pouvait en avoir. Puis lorsqu'on lit ces documents-là, ben c'est alarmant. Les groupements verts sont aussi ceux qui disent maintenant aux États-Unis que l'hydroélectrique est très mauvais pour l'environnement. Il y a une culture dans les groupements verts, comme dans tous les secteurs aussi de la vie humaine, qui prétend que la technologie n'est pas bonne pour l'homme et que l'homme s'autodétruit en utilisant la technologie. La planète, à un moment donné, elle a des limites. Là, on est en train d'aller au-delà de ces limites-là, surtout avec le nucléaire. Je veux dire, ça n'a pas de fin, tu sais. Quand tu fais un bilan environnemental là, de l'état actuel de la planète, je pense qu'il est temps qu'il y en ait certains qui soient peut-être pas alarmistes, mais qui peut-être sonnent l'alarme. Quand on regarde les bouleversements climatiques, quand on regarde des accidents aussi importants que Tchernobyl, quand on regarde de façon globale et générale, je pense qu'il est temps qu'il y en ait certains qui sonnent l'alarme. Et l'avenir énergétique dans tout cela? Plus nous évoluons,
plus nous avons besoin d'énergie. Le Québec, on le sait, a presque tout misé sur l'hydroélectricité. L'atome pourra-t-il un jour détrôner l'eau? Bref, l'industrie nucléaire a-t-elle un avenir au Québec? C'est sûr qu'actuellement, nous, sur le réseau de l'Hydro-Québec, on compte pour 3 %. Donc, c'est 96 % hydraulique actuellement. Par contre, le réacteur est là, c'est sécuritaire et ça fonctionne bien. Donc, on fait des profits à chaque année de ce côté-là. Et aussi, je pense qu'il est important, c'est que pour le futur, en gardant ce savoir-faire-là dans le nucléaire, ça nous ouvre une option pour le futur. Je suis convaincue qu'il y a un avenir pour le nucléaire au Québec et on a le choix entre s'y préparer de façon méthodique et programmée, ou alors qu'elle nous saute au visage et que l'on dise, bien là, il faut qu'on ait du nucléaire, mais où est-ce qu'on va le prendre? Il ne faut quand même pas oublier que tous les Québécois ont payé de leurs taxes le développement des réacteurs nucléaires Candu et que ce sont les plus sécuritaires et les plus performants au monde. Alors, si on ne les utilise pas, on aura gaspillé l'argent des Québécois. Ce que les gens sont en train de réaliser, c'est qu'il y a d'autres solutions plus attirantes en dessous de leur nez. Travaillons d'abord avec celle-là, et ensuite nous pourrons nous tourner du côté de l'énergie nucléaire, mais pour l'instant, cela coûte pas mal plus cher que ça rapporte.